vous présenter un cas clinique du sujet de staphylocoque. Bon, on commence. La première étape, un patient âgé de 28 ans se présente à votre consultation pour un placard de la joue droite évoluant depuis 48 heures dans un contexte fébrile, pour lequel il aurait reçu un traitement à base de l'amoxicilline 3 grammes par jour et de paracétamol 2 grammes par jour. Bon, pour cette étape, on a 3 questions. La première question, citez les 4 diagnostics à évoquer en priorité. Deuxième question, citez les arguments anamnéstiques à rechercher. Et la dernière question, citez les signes cliniques recherchés pour étayer votre diagnostic. Je laisse un peu de temps pour réfléchir. La réponse. Pour la première question, qui est citer les 4 diagnostics à évoquer en priorité, donc on commence par staphylocoque de la face ou bien staphylocoque maligne de la face. Deuxième diagnostic zona, troisième érysipèle, quatrième piqûre ou bien eczéma. Donc pour les gens qui n'évoquaient pas le staphylocoque de la face, c'est pénalisation, c'est-à-dire moins de 10 et sans compléter les réponses de cette étape. Donc, la deuxième question, citer les arguments anamnéstiques à rechercher. Premièrement, c'est selon le diagnostic à évoquer. Premièrement, c'est parce qu'on a évoqué le staphylocoque, donc on doit rechercher le port d'entrée, soit furoncule qui est manipulé ou par piqûre ou bien par des manœuvres intempestives. Deuxième chose, toujours dans le contexte du staphylocoque, la récidive, est-ce que c'est la première épisode ou bien non? Puis les autres diagnostics, piqûre atopique pour zona, est-ce qu'il y a une douleur présostérienne ou bien c'est toujours dans le cadre de zona, est-ce qu'il y a un terrain particulier tel que le VIH, le stress, etc. La troisième question qui est citer les signes cliniques à rechercher pour étayer votre diagnostic. Dans ce cas, on doit rechercher. Premièrement, toujours si la question posée, c'est quoi les signes cliniques, toujours on commence par les signes de gravité, puis les autres signes. Donc, les signes de gravité sont des signes de staphylocoque maligne de la face, c'est-à-dire fièvre élevée, de cordon veineux, altération de l'état général, l'état de conscience. Puis, on recherche le port d'entrée, c'est-à-dire le furoncle. Puis, on recherche ce qui fait la différence entre la cellulite et l'érysipèle. C'est la bourrelet. C'est très important, la bourrelet périphérique. Parce que la bourrelet périphérique, elle est présente dans l'érysipèle et ne présentait pas dans le staphylocoque de la face. Puis, le reste, c'est dans le cadre des autres diagnostics. Localisation métamérique, c'est pour zona, douleur aussi pour zona, point de piqûre pour le diagnostic de piqûre ou bien eczéma, des vésicules aussi dans le cadre de zona, vésicule emboquée ou bien parissement de placard, aspect de placard, etc. Donc toujours, il ne faut pas rater le diagnostic de staphylococcie de la face. Puis on passe au deuxième étape, la deuxième étape. Donc l'examen retrouve un patient en état général altéré, fébrile à 39 degrés, la fréquence cardiaque est de 120 battements par minute, la tension en 6, score de Glasgow à 15 et présente un joue droite odémacée, siège d'un placard rouge violacé unilatéral sans bourrelet périphérique, centré par un furoncule. Un cordon veineux est palpable au niveau de la partie interne de l'orbite droit avec une protrusion de l'œil homolatéral. Bon, pour cette étape, on a 4 questions. Oui. Première question, quel est le diagnostic et argumenté? Le deuxième question, comment expliquer cet état sur le plan physiopathologique. Troisième question, quelle est votre attitude thérapeutique?
troisième question, quels sont les examens paracliniques? Et le quatrième question, quelle est votre attitude thérapeutique? Donc, je laisse un peu de temps. Passe première question. Quel est le diagnostic et argumenté? Le diagnostic, c'est staphylococci maligne de la face. On doit évoquer ce diagnostic. On doit. Pour les arguments. Bon, pour les arguments, il n'y a pas une grande chose. On évoque les choses qui est déjà citées dans la deuxième étape. C'est-à-dire, pourquoi staphylococci maligne de la face? Pourquoi c'est pas staphylocoque de la face? Maligne parce que il y a les signes généraux. C'est-à-dire, il y a la fièvre, il y a l'état général qui est altéré, et tachycardie, etc. Et on a les signes de staph. Les signes de staph, c'est le placard qui est rouge violacé unilatéral et son bourrelet périphérique et centré par un furoncle, c'est ça. Puis on a aussi le cordon veineux qui est palpable, on a la protrusion. Tous ces éléments sont caractéristiques de staphylocoque. Maintenant, comment expliquer ce état sur un plan physiopathologique? Donc, ce état est expliqué parce que staphylocoque qui est responsable de staph de la face, c'est Staph aureus qui a un pouvoir pathogène, et ce pouvoir pathogène lié à le toxine qui est l'ococidine pentanvalentine, c'est le LPV, qui est une toxine porogène. Donc, pourquoi porogène? Parce qu'il forme des pores au niveau des cellules, au niveau de la membrane des cellules cibles. Il cible quelques cellules comme les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et les macrophages. Et lorsqu'il fait des pores, il par la suite se termine par l'apoptose. Il est responsable aussi de sécrétion de substances pro-inflammatoires type cytokines, les interleukines. Donc, il est responsable de réactions inflammatoires. Et aussi, il active les PNN qui produit le ERO, c'est-à-dire l'espèce réactive d'oxygène, c'est-à-dire le ERO qui a une action de nécrose, comme un anion-superoxyde, c'est-à-dire il a une action de nécrose tissulaire. Donc c'est ça le mécanisme. On va donc sur le plan physiologique, on va parler surtout sur le toxine LPV, mais on peut aussi parler des autres facteurs de pathogénité, comme les facteurs d'adhésion, parce que le staphylocoque possède des facteurs d'adhésion de surface, des protéines de surface qui permet une adhésion et formation de surtout sur les structures inertes. On parle aussi des enzymes, le coagulase qui est responsable de formation de microthrombus au niveau du foyer initial, et aussi le streptokinase qui est un effet inverse de la coagulase. Il fragmentait les microthrombus et favoriser la dissémination de l'infection. C'est ça, c'est surtout ça. Les enzymes, on va parler sur le facteur d'adhésion, les protéines de surface, les enzymes coagulase et le streptokinase, et les toxines, c'est surtout le LPV. Donc c'est ça la physiopathologie. Maintenant, pour les examens paracliniques, donc toujours dans staphylocoque, il faut isoler le germe. Comment isoler le germe? Premièrement par des hémocultures, deuxièmement dans le port d'entrée, et troisièmement dans localisation secondaire. Donc c'est l'hémoculture, le port d'entrée, prélèvement au niveau du port d'entrée, au niveau des furoncles. Et pour localisation secondaire, on a plusieurs localisations. Soit le PIAL à la recherche de méningoencéphalite, radiothorax à la recherche de pneumopathie à staph, une angioscan cérébrale à la recherche d'une thrombophlébite du sinus caverneux. D'accord? Une échochère à la recherche d'une éventuelle endocardite.
Maintenant, quelle est votre attitude thérapeutique? Donc, l'attitude thérapeutique, premièrement, c'est l'hospitalisation. Deuxièmement, une bithérapie. La bithérapie, c'est association de deux antibiotiques qui antistaphylocoque. Pour le traitement de première intention, c'est l'oxycycline 200 mg par kg par jour en IV, plus la janta 8 mg par kg par jour en IV. La deuxième intention, c'est la vanco 30 mg par kg par jour en IV, plus la janta. La troisième intention, c'est l'amoxicillacide clavénolique, plus la janta. Donc, il faut mettre un antibiotique qui est anti-staph. D'accord? Maintenant, on passe aux troisième étape. Donc, pour la troisième étape, le patient est hospitalisé au service de maladies infectieuses mises sous l'association de l'oxycycline et la gentamicine. La radiothorax objective une opacité floconneuses unilatérale avec comblement de cul de sac droit. L'angiotidium cérébral est sans particularité. La ponction lombaire ramène un liquide cérébrospinal louche contenant plus de 1000 éléments de nature polynucléaire altérés avec une hyperprotéinorachie de 2 g par litre et une hypoglycórachie de 0,3 g par litre. L'hémoculture en cours, VS et CRP élevés. Donc, VS et CRP élevé, la FNAS une hyperleucocytose de 21 000, créatinine normale, bilan rénal normal, urine normale, la natrémie ionogramme normal, natrémie calémie normale, avec une hyperglycémie de 3 g par litre. Donc à J3, le patient reste fébrile à 40, score est 13 sur 15, polypnique, 30 cycles par minute. Bon, pour cette étape, qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, on a deux questions. La première, quel est le problème présenté chez ce patient? Et identifier les causes. D'accord? Et deuxième question, que proposez-vous? La réponse, quel est le problème? Donc, on est devant un échec thérapeutique. Un échec thérapeutique. Donc, on est devant un staphylocoque maligne de la phase compliquée deux complications, la méningite purulente et une pneumopathie, sur un diabète, sur un terrain. D'accord? C'est pour ça qu'il fait tout ça, parce qu'il y a le terrain particulier qui est le diabète. Donc, pourquoi cet échec thérapeutique? Soit dû à l'observance de traitement, on ne sait pas ce qu'il est pris son traitement correctement, la posologie peut-être c'est inadapté, peut-être la résistance, peut-être c'est une staphylocoque qui résiste à l'oxycycline. Ou bien, la troisième hypothèse, c'est un foyer infection secondaire inaccessible aux antibiotiques. L'antibiotique n'est pas utilisé, n'est pas diffusible au niveau de la localisation secondaire, au niveau du ménage ou bien au niveau du poumon. Donc, que proposez-vous? Vous, premièrement, l'oxygénothérapie, bien sûr. Le malade est polypnique, 30 cycles par minute. Il ne faut pas oublier l'oxygénothérapie. Et l'insulinothérapie, il est diabétique, 3 g par litre, chimie des urines et l'insulinothérapie. Puis, elle est très nécessaire. C'est 10 points dans cette étape qu'il faut changer l'antibiothérapie. Jamais on est devant un échec thérapeutique et on reste sur la même antibiothérapie. Il faut changer l'antibiothérapie. Donc, on change par quoi? Par un antibiotique qui est diffusible dans le LCR et dans les poumons. Parce que cette fois-ci, on a deux localisations secondaires. D'accord? De préférence, c'est le glycopeptide, la vancomycine ou bien la ticoplanine, plus la genta, plus ou moins la rifampicine, avec, n'oubliez pas, la surveillance de l'efficacité et de la tolérance. Si on ne change pas le traitement, on ne donne pas l'oxygénothérapie, on ne donne pas l'insuline, c'est pénalisation moins de 10. On passe au quatrième et la dernière étape. Troisième culture et le prélèvement de furoncle isole un Staph aureus
résistant à la méthicilline. Donc, c'est un staph MITI-R. La radio, des images floconneuses bilatérales avec pleurésie droite de moyenne abondance. Donc, ce qui est caractéristique dans le staphylocoque, c'est l'image radiologique qui est changée rapidement de jour à un autre. C'est très caractéristique dans le staphylocoque. Bon, les coqueurs transthoraciques et transœsophagiens, c'est sans anomalie, donc il n'y a pas de endocardite. Pour les questions, on a 3 questions. Premièrement, quelles sont les molécules actives sur staph MITI-R, SARM, citées en moins 3, et proposer la prise en charge dans ce cas. Et la dernière question, le patient rapporte une notion de furoncylose récidivante depuis 6 mois. Quel est votre conseil? Bon, pour les molécules actives sur le SARM, bon, c'est les glycopeptides. Bon, pour le SARM, toutes les bêta-lactamines sont inactivées sur le SARM, sauf à l'exception de ciftaroline, la ciftaroline, céphalosporine de 5e génération. On utilise les traitements de première intention dans les SARM, c'est les glycopeptides, la vancomycine et la thécoplanine. On peut utiliser d'autres molécules qui sont actives sur SARM, sont la rifampicine, l'acide fusidine et la phosphomycine. Mais ces trois, n'utilisez pas ces trois, c'est-à-dire la rifampicine, l'acide fusidine, phosphomycine, en monothérapie, jamais en monothérapie. D'accord? Il y a d'autres molécules, de nouveaux molécules, comme la linezolide, la daptomycine et, comme j'ai déjà dit, la ciftaroline. D'accord? Donc, les glycopeptides, la vancomycine, rifampicine, phosphomycine avec, il faut citer que n'utilisez pas en monothérapie, et linezolide, daptomycine et ciftaroline. D'accord? Bon, la deuxième question. Proposer une prise en charge dans ce cas. Donc, il faut isoler le malade parce qu'il est porteur d'un staph MITI-R avec des mesures de barrière strictes. Donc, il faut utiliser une bithérapie qui a une bonne diffusion dans les ménages et dans le pulmonaire. La daptomycine à éviter. Pourquoi? Parce que la daptomycine n'utilisée pas dans les infections pulmonaires parce qu'il est inactivé par le surfactant. Pour l'acide fusidique aussi, il ne dépasse pas les ménages. Donc, ces antibiotiques, il faut citer que ne faut pas prescrire ces antibiotiques. On peut utiliser les autres, normal. Donc, c'est ça. Si on propose, on peut proposer les glycopeptides, la vanco associée, la genta, ou bien la ciftaroline associée, l'inozolide, ou bien on a plusieurs associations. Par exemple, on associe la vancomycin, mais il faut noter que la daptomycine, il faut éviter la daptomycine et l'acide fusidique. Le reste, on peut les associer. N'oubliez pas l'oxygénothérapie, traitement de port d'entrée, traitement de furoncle, ponction pleurale, oui, parce qu'il est de moyenne abondance, et surveillance de l'efficacité, la tolérance et la durée de traitement pour les méningites à staph. Normalement, c'est du 14 jours. S'il n'y a pas d'isolement, c'est moins de 2. Donc, pour le conseil pour le furoncylose récidivante, il faut éviter de manipuler les furoncles. Il faut des mesures d'hygiène. Il faut équilibrer le diabète. Il faut régler le terrain et éradiquer le portage. Donc, par recherche de LPV dans les gîtes comme les fosses nasales, les aisselles, le périnée, rechercher LPV et proposer un traitement des douches par les bétadines, etc. Et merci.